Malgré les avertissements de l'Iran concernant des attaques massives après l'assassinat du leader du Hamas, Ismail Haniyeh, sur leur territoire, il semble qu'Israël ne compte pas s'arrêter. Herzi Halevi, le chef d'état-major général des forces armées israéliennes, a averti que l'armée trouvera également le nouveau leader du Hamas, Yahya Sinwar, et le détruira. Nous allons multiplier nos efforts pour le trouver, l'attaquer et que la direction du Hamas remplace à nouveau le chef du bureau politique, a déclaré le général Halevi. Sinwar, chef du Hamas à Gaza depuis 7 ans, a été nommé leader politique du groupe mardi soir, succédant à Ismail Haniyeh, tué la semaine dernière à Téhéran dans une attaque attribuée à Israël. Halevi a affirmé que malgré le changement de titre de Sinwar, cela n'empêchera pas Israël de le détruire. Ce nouveau titre ne changera rien au fait qu'il est un meurtrier, responsable de la planification et de l'exécution de ce qui s'est passé le 7 octobre. Et ce changement de titre non seulement ne nous empêche pas de le chercher, mais nous encourage également, a-t-il déclaré. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, avait déjà déclaré mardi soir que Sinwar devait être exterminé rapidement. Salut tout le monde, salam alaikum, j'espère que vous allez bien, content de vous retrouver pour cette chronique hebdomadaire avec Jacob Cohen. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir Monsieur Cohen, j'espère que vous allez bien. Ça va, merci. Alors, on va continuer bien sûr nos émissions concernant l'actualité et bien sûr l'actualité au Moyen-Orient. Et vous vouliez nous parler en début d'émission d'un petit sujet concernant des soldats israéliens. Un sondage qui a été effectué. Il y a eu cette affaire dans une base israélienne où il y avait 9 soldats qui ont violé un ou plusieurs prisonniers palestiniens et les autorités supérieures l'ont su et ils ont envoyé la police militaire pour arrêter les soldats, les violeurs. Et je ne sais pas, vous avez vu peut-être ces images où il y avait de nombreux Israéliens, civils et militaires, qui se sont opposés à ces arrestations et qui ont voulu les libérer, qui ont réussi à les libérer. Enfin, ça a créé un beau charivari en Israël parce que, pour la première fois, l'autorité légitime et surtout l'armée qui est très respectée, c'est le corps le plus respecté en Israël, a été bafouée. Et cela montre que un changement de mentalité, d'état d'esprit des Israéliens. En fait, même au Parlement israélien, les députés ont discuté carrément, comme si c'était quelque chose de naturel, de la possibilité de violer des prisonniers palestiniens. Voilà. Et j'ai publié un post sur Telegram reprenant un sondage d'une TV israélienne très connue, la chaîne 12, et qui posait la question suivante: est-ce que vous partagez l'opinion que un soldat peut violer un Palestinien? Enfin, il mettait peut violer un terroriste palestinien. Mais en fait, tout celui qui tombe entre leurs mains, il est considéré comme terroriste. C'est-à-dire, voilà, il ramasse quelqu'un dans la rue, c'est un terroriste. Donc, et effectivement, il y a eu une, une légère majorité de la population qui a répondu par l'affirmative. Et c'est quand même assez, enfin, surprenant d'abord, c'est très inquiétant pour la suite. Parce que, bon, on peut dire ce qu'on veut, mais la société israélienne était quand même une société de droit. Il y avait, même si vis-à-vis des Arabes ou des Palestiniens, voilà, et même si vis-à-vis des Arabes et des Palestiniens, il y avait un traitement particulier, mais quand même, il y avait un respect des règles,
il y avait un respect de l'autorité, de l'armée, et au moins un respect de, comment dire, d'un vernis démocratique, d'un vernis humaniste. Et tous ces vernis-là sont en train de sauter. C'est-à-dire la société israélienne, elle montre ce qu'elle est réellement ou ce qu'elle est devenue. En fait, on ne s'était pas rendu compte, malgré, vous savez, j'ai souvent cité ce numéro 2 de Tzahal, qui en 2018 avait déclaré numéro 2 de Tzahal, c'est pas n'importe qui, de l'armée israélienne, qui avait d'ailleurs ruiné ses chances de devenir le numéro 1. Et qui aujourd'hui d'ailleurs dirige un parti politique à gauche, le plus extrême à gauche. Ça, mais il est crédité que de 5 à 6%. Voilà. Et donc, lui, il avait déclaré en 2018 que ce qui se passait en Israël lui rappelait l'Allemagne du début des années 30. À l'époque, tout le monde s'est offusqué, comment il osait, etc. Mais il faut reconnaître qu'aujourd'hui, cette guerre a totalement starbé les esprits des Israéliens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils tuent ouvertement, ils affament ouvertement. D'ailleurs, un ministre israélien a déclaré qu'il est légitime de faire mourir de faim 2 millions de Palestiniens, de Gazaouis. Voilà, il l'a dit. Je l'ai repris dans un post, ça a été cité par un journal israélien, et les Français, enfin le gouvernement français a fait semblant de s'indigner, mais enfin, bon, voilà, ça veut dire qu'aujourd'hui, alors il y a vraiment un problème qui se pose, c'est que les Israéliens ont un sentiment d'impunité. Et c'est terrible, c'est-à-dire c'est pratiquement, c'est-à-dire même les Américains, ils n'osent pas aller comment dire, tuer, bombarder de cette façon-là. C'est-à-dire, ils tentent de sauvegarder un vernis humaniste, un vernis démocratique, un vernis de légitime défense. Les Israéliens, ils vont carrément, ils le disent, ils l'ont dit, ils ont dit, vous voulez un nettoyage ethnique, les Gazaouis étaient des animaux, enfin, etc. Et ils ont un sentiment d'impunité. Ils font un droit d'honneur à la communauté internationale parce qu'ils savent, et malheureusement c'est la réalité, ils savent que rien ne leur arrivera. Voilà, pour le moment en tout cas. Et c'est vrai, on ne voit pas qui pourra leur mettre des bâtons dans les roues, qui pourra leur dire stop, qui pourra mettre les moyens, des sanctions par exemple, etc. Jusqu'à présent, on n'a pas vu grand-chose. Voilà. Et donc, ils ont, comment dire, le délire, en plus, ils ont un délire messianique, c'est-à-dire, même les non-religieux, il y a un sentiment messianique qui est en train d'emporter les Israéliens, c'est-à-dire, le Messie va venir et on va reconstruire le troisième temple, c'est-à-dire le royaume d'Israël d'antan, et la construction du troisième temple se fera. Bon, a priori, ils ont décidé que l'ancien temple était sur là où est la mosquée Al-Aqsa. Et donc, il faudrait la détruire. Bon. Et au rythme où on va, il pourrait très bien le faire. Bon, peut-être pas de façon ouverte, mais il s'arrangerait pour qu'il y ait un attentat ou un incendie involontaire, enfin, n'importe quoi. Et en fait, il y a une hystérisation de la société israélienne. Et parallèlement à ça, il y a
un refus même du débat. Il y a une intolérance qui grandit dans la société israélienne, quelque chose d'assez hallucinant. Voilà, et il faut tenir compte, malheureusement, les pays occidentaux qui soutiennent Israël ne veulent pas ou n'osent pas tenir compte qu'ils sont en train de nourrir un Frankenstein qui est capable de tout dans cette région. Et on ne sait pas vraiment, enfin, on devine un peu, mais on ne sait pas vraiment de quoi ils sont capables et jusqu'où ils iraient. Ils sont devenus fous. Voilà, c'est-à-dire il n'y a plus de rationalité. Il y a d'un côté, il y a le rationnel du côté de l'Iran, etc. Et on a affaire à des fous. C'est-à-dire même, ils ne tiennent même pas compte de leurs propres faiblesses. C'est-à-dire tout le monde, en tout cas la plupart des observateurs reconnaissent qu'ils sont dans une situation difficile, délicate sur le plan militaire, c'est-à-dire l'armée est épuisée, la situation économique est catastrophique, mais ils continuent comme si de rien n'était, voilà, comme si l'Amérique va payer, comme si l'Europe paiera un jour, etc., parce qu'ils ne peuvent pas les laisser tomber. Et c'est peut-être ça, si on peut le relier aux représailles de l'Iran et du Hezbollah, c'est peut-être ça qui fait que l'Iran et le Hezbollah se disent on ne peut pas jouer rationnellement avec cet adversaire. C'est-à-dire, vous savez, au mois d'avril, je crois que c'était ça, l'Iran avait joué gentleman, c'est-à-dire avait lancé des centaines de drones et puis quelques missiles qui ont touché des cibles, mais n'ont fait aucun mort et très peu de dégâts stratégiques, en se disant qu'ils ont affaire à un partenaire qui logique, un partenaire rationnel, un partenaire ou un adversaire. Mais en tout cas, par exemple, quand vous regardez la Russie contre l'OTAN en Ukraine, l'OTAN sauvegarde les États-Unis ne vont pas au-delà d'une certaine limite. Voilà. Bon, par exemple, l'utilisation des F-16 du territoire roumain, par exemple. Voilà. Et donc, il y a une certaine rationalité. Alors que du côté israélien, il n'y a plus de rationalité. Ça veut dire ce sont des gens capables de tout. Et ils sont dans le délire total. Et c'est, à mon avis aussi, ça joue dans le sens, c'est pour ça, enfin, moi, j'ai soutenu la semaine dernière et je soutiendrai encore cette semaine que l'Iran et le Hezbollah éviteront un conflit global pour diverses raisons. Parce qu'il pourrait y avoir une intervention des États-Unis, parce qu'ils ne veulent pas perdre. L'Iran ne veut pas revenir 10 ans en arrière sur le plan des installations, etc. Mais en même temps, je pense qu'il y a cet élément qui tient compte de l'irrationalité de l'État sioniste. Voilà. C'est-à-dire, ce sont des gens capables, et après tout, ils peuvent très bien utiliser une arme nucléaire. Voilà. Pas sur Téhéran, pas sur des grandes villes, mais ils pouvaient. Voilà. Et donc, c'est un, un État voyou dans le vrai sens du terme. Et aussi, c'est pour ça aussi que l'Occident, il a toujours eu peur de cet État, l'Occident. Les Européens ont toujours considéré Israël comme un État non fiable, comme un État dangereux, comme un État qu'on ne peut pas exciter comme un pitbull. Voilà. Et on sait de quoi est capable le Mossad. Enfin, le Mossad, quand même, il a participé à l'assassinat de Kennedy au 11 septembre, à l'assassinat de 40 marines américains sur le Liberty, etc. Ils savent qu'ils sont capables de faire tout ça. Et donc, c'est un partenaire avec lequel il faut traiter de manière très, très prudente. Et les Israéliens jouent là-dessus. Voilà
Voilà de quoi je voulais entamer, avec quoi je voulais entamer la vidéo de ce soir. Très bien, merci Monsieur Cohen. Alors, bonsoir tout le monde, salam à tous pour les arrivants. Mais, je vous invite à partager un maximum, s'il vous plaît, le live et le space. Comme d'habitude, vous avez des questions, vous avez la possibilité d'intervenir avec nous. Et, pour ceux qui sont sur TikTok, vous connaissez le principe, tapotage, partage, vous avez le petit cœur en haut à gauche, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, donc il y avait une première question, Monsieur Cohen. Oui. Alors, je la retrouve là. Alors, Monsieur Cohen, ne pensez-vous pas que les évangélistes américains donnent les ordres à Netanyahou qui ne travaille pas pour les intérêts des Israéliens juifs sur le long terme? Ben, je ne vois pas quel ordre, quelle instruction, quels ordres il lui donnerait. Alors, est-ce que le problème, bien sûr, si on joue rationnellement, si on applique les règles rationnelles, on dira que l'État profond sioniste, je n'aime pas dire Netanyahou. Netanyahou n'est qu'un élément de l'ensemble, de l'État profond. Et encore, c'est même pas peut-être le principal agent de l'État profond. Pour moi, l'État profond sioniste, ce sont les militaires, les services de renseignement, les divers services de renseignement. Ce sont eux qui font l'État profond sioniste. Et Netanyahou n'est que plus ou moins leur porte-parole. Voilà. Donc, ou leur. Voilà, c'est pas lui. En général, on essaie de tout lui mettre sur le dos, mais c'est pas vrai. Enfin, vous savez, moi j'ai souvent dit que Netanyahou était un modéré. Bon, je ne sais pas si on connaît mes anciennes vidéos, et ça faisait tomber les gens de leur chaise. Et aujourd'hui, on voit effectivement on voit arriver, d'ailleurs je disais que vous verrez lorsqu'il y aura la vraie droite qui gouvernera. Netanyahou, pendant des années, même si c'était faux, mais en tout cas, il avait dit il faut négocier avec les Palestiniens, je suis pour une solution à deux États. Il n'a jamais vraiment déconné, c'est-à-dire il n'a jamais réellement lancé son pays dans une aventure militaire comme aujourd'hui. Voilà, avant le 7 octobre. Parce que je vous rappelle quand même, il y a eu des conflits avec Gaza, mais une fois avec le Hezbollah, et on n'a jamais atteint ce degré de destruction, etc. Et donc, il n'y a pas de. En fait, si vous voulez, l'État Netanyahou et l'État profond sioniste sont prisonniers de leur propre délire d'occupation. Voilà. C'est-à-dire que, et c'est pas faute de les avoir avertis. Je vous rappelle qu'il y a un documentaire très connu d'Arte où il y a 6 anciens chefs du Mossad et des services de renseignement qui datent de 2015 et qui disaient, enfin c'est vraiment assez troublant, et qui disait que Israël va dans le mur. Cette occupation, cette colonisation, à long terme, vont nuire à Israël. Voilà. Et donc, mais le problème, c'est qu'Israël est pris, ils n'ont pas un De Gaulle qui aurait pu dire j'arrête les frais comme en Algérie et je lâche l'affaire. Ils n'ont pas, parce qu'ils ont créé un processus qui est irréversible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a presque 1 million de colons. Il est impossible de les ramener en Israël. Impossible. Matériellement, il n'y a pas de coin où on peut les mettre. Voilà. Et 1 million, et ce million, il ne voudra pas. C'est parmi eux que se trouvent les extrémistes qui ont voté pour Smotrich et Ben-Gvir. Ce sont les fanatiques. Et donc, le régime a créé en son sein des éléments fanatiques déstabilisants qui le mènent probablement à sa perte, ou en tout cas à des dommages terribles au niveau
au niveau de la structure étatique, au niveau de son humanisme. C'est quelle société qui va sortir après Gaza ou telle qu'on la connaît aujourd'hui? Et donc, je ne vois pas le rapport avec les évangélistes américains qui dicteraient quoi que ce soit. Les évangélistes, on le sait, sont pour l'annexion de la Cisjordanie par Israël. Et vous savez pourquoi? C'est très drôle d'ailleurs. Si vous ne le connaissez pas, je vais vous dire. Parce que les évangélistes américains, dans leur comment dire, dans leur idéologie, si vous voulez, ils estiment que quand les Juifs coloniseront la Cisjordanie, seront maîtres de tout Israël, à ce moment-là, ils se convertiront à l'évangélisme. En fait, les évangélistes, ils font ce calcul-là. Dans leur esprit, ils pensent que à ce moment-là, et Netanyahou leur dit, OK, très bien, très bien, très bien, on en reparlera plus tard, aidez-nous maintenant, et puis on verra. Mais en fait, les Israéliens ou l'État profond sioniste est prisonnier de cette politique sur laquelle il ne peut pas revenir. Merci, M. Cohen. Alors, il y a deux personnes qui veulent intervenir. Je vais donner d'abord la parole à Was sur Twitter. X, salam alaikum. Salam alaikum, attitude. Bonsoir, M. Cohen. Vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Alors, juste avant que tu interviennes, s'il te plaît, j'ai reçu pas mal de messages me disant qu'il y avait des petits problèmes au niveau de comment dirais-je, la technique. Je m'en excuse avant pour tous, hein, désolé, mais c'est techniquement pas si simple que ça d'envoyer sur plusieurs réseaux sociaux en même temps. J'utilise pour le Space un téléphone, j'utilise pour le live TikTok un autre téléphone, et pour les autres plateformes, c'est l'ordinateur. Donc, je fais techniquement du mieux que je peux. Voilà, c'est des moyens simples, mais en tout cas, je m'excuse pour le son. Si c'est pas terrible par moment, on essaye de faire au mieux. Voilà, c'est parti, Was, à toi. Merci, il n'y a pas de souci. En tout cas, moi, je vous entends très bien. Moi, j'avais une petite question pour M. Cohen. En fait, ça concerne un peu l'État professionniste. En fait, là, actuellement, ils sont complètement en roue libre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, moi, je me dis, c'est bon, ça ne peut pas être pire que la veille. Mais là, quand même, ils sont en train de débattre de viol. Est-ce que la sodomie, elle peut être acceptable par rapport aux prisonniers que moi, j'appelle des otages? Parce que voilà, pour moi, ils ont été, il n'y a aucune preuve de leur crime. Enfin, soit ça c'est un autre sujet. Mais là, c'est-à-dire que tout le monde en parle. Même des chaînes françaises comme LCI, qui n'est pas, voilà, elle est plutôt de droite, elle en parle. Mais c'est comme si ils en ont rien à foutre du monde actuellement. Ils sont vraiment en roue libre. Et donc, même par rapport à ces crimes, je sais pas, il y a une sorte on dirait, limite, c'est un rituel satanique. Donc, je ne sais pas, est-ce que c'est tout le monde qui est devenu matricé par la haine, et donc pour eux, c'est tout à fait normal, ou c'est vraiment un régime complètement messianique qui contrôle la Knesset, enfin majoritairement, et là, nous, on est spectateurs de ce qui se passe depuis, je le dis toujours, depuis le 11 septembre 2001, et là, on est à l'apogée de l'horreur, c'est-à-dire on subit ça, et puis voilà, donc ils veulent faire une nouvelle Shoah sur la tête des musulmans. Avant, c'était la cible, c'était les juifs, maintenant, c'est les musulmans, et le monde reste spectateur. Donc, la question que je me pose toujours, s'il y a quelqu'un pour pouvoir les stopper au sein même de la société, ne serait-ce israélienne, qui aime bien se vanter d'être une démocratie, soit dit en passant, qui l'est pour les juifs, mais pas pour les autres. Donc, c'était ça ma question, M. Cohen. Oui, merci. Cette société, elle l'était, en fait. Elle l'était, mais elle a dérivé petit à petit vers ce qu'on voit aujourd'hui. Enfin, moi, j'ai connu la société israélienne dans les années 60, 70, enfin, ça n'avait rien à voir avec ce qu'il y a aujourd'hui. Seulement, le problème, c'est que c'est une société qui a été petit à petit pourrie par la colonisation, l'occupation, donc petit à petit, et c'est pas faute. Tout à l'heure, j'ai cité les chefs du Mossad et des services de sécurité qui avaient dit en 2015, et même il y avait un religieux, par exemple, j'oublie son nom, un philosophe religieux,
qui avait parlé en 1990, très respecté, un personnage très respecté, de nazis sionistes. Donc en fait, ce sont des précurseurs qui voyaient la graine du nazisme dans la société israélienne. Mais on ne voulait pas la voir. On se disait, mais non, c'est pas possible, ça n'arrivera pas, etc. Et donc, aujourd'hui, on la voit, mais il est trop tard. C'est-à-dire que cette graine nazie, elle s'est développée dans les esprits, dans les mentalités, elle a conquis les esprits, les mentalités, elle s'est étendue sans qu'on réalise ce qui se passait réellement, malgré tout à l'heure, j'avais parlé du numéro 2 de Tsahal, qui avait déclaré en 2018 quand même que ce qu'il voyait en Israël lui rappelait le début de l'Allemagne du début des années 30. Donc, il y avait des signaux, il y avait des alarmes, mais on ne voulait pas les voir. Aujourd'hui, c'est manifeste. C'est quasiment, voilà, c'est établi. Même l'armée n'est pas respectée quand elle veut punir des délinquants. Voilà. Et donc, mais malheureusement, ces situations, je ne vois en Israël aujourd'hui, je ne vois pas ce qui pourrait ralentir, freiner ou ralentir cette évolution. Pour moi, elle est irréversible. Pourquoi? Parce que de plus en plus de jeunes ou d'adultes jeunes encore sont imbibés de cette idéologie, c'est-à-dire du racisme, de la xénophobie, aussi du sentiment d'impunité, et aussi il y a un élément dont on n'a pas beaucoup parlé, mais qui est, si vous voulez, qui ressort de la mentalité juive. Si vous voulez, les Juifs dans la diaspora, ils ont développé ce sentiment de la différence par rapport aux autres nations. Bien qu'ils aient vécu en état d'infériorité pendant 15 siècles ou 16 siècles dans les pays étrangers, ces Juifs avaient développé un sentiment de différence et de supériorité ou de dénigrement par rapport aux autres peuples. N'importe quel juif qui est un peu religieux, qui récite les prières, il le sait, ça. Voilà. C'est-à-dire que le juif qui a vécu dans la religion un peu, il a grandi dans ce sentiment de particularité teinté de supériorité. C'est-à-dire qu'il est le peuple élu. Voilà. Tant qu'il n'était pas au pouvoir, ce sentiment ne valait pas grand-chose, d'autant plus que les Juifs étaient en position d'infériorité. Mais aujourd'hui, je discute avec des gens, je veux dire, ça leur donne, quand on leur ajoute la puissance militaire, la domination, l'impunité, mais ils ont vraiment le sentiment d'être le peuple élu supérieur aux autres. Et tant qu'ils ne voient pas, et malheureusement ils ont réussi grâce au Sayanim à contrôler les sociétés occidentales, et donc il n'y a pas de possibilité de les contrer. Vous savez, il y a une formule célèbre, tout pouvoir, qui date de Montesquieu, tout pouvoir devient tyrannique s'il n'y a pas de contre-pouvoir. Voilà, tout pouvoir. Et les Israéliens, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a rien qui les arrête. Et donc, ils sont dans le délire, et je ne vois pas aujourd'hui. Après, je ne sais pas, peut-être que l'Europe va se dire, c'est pas possible, etc. Enfin, il y aura peut-être d'autres forces qui vont se réveiller. Peut-être le monde arabe se dira, bon, ça va, quoi, il y en a marre de s'humilier comme ça, etc. Donc, peut-être d'autres forces vont se réveiller. Mais aujourd'hui, là, à l'heure où on parle, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait leur dire, stop, ça suffit, maintenant vous allez rentrer dans la niche. Voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Alors,
Dark Soul est avec nous sur YouTube. Bonsoir. Oui, bonsoir, merci Farida, bonsoir Monsieur Cohen ou bonsoir Walid. Merci à l'interlocutrice précédente parce qu'elle m'a introduit ma question. Je vous ai balancé dans le chat, donc en faisant recherche sur Daxoul, vous allez avoir une vidéo. Donc j'aurais aimé avoir l'impression de Monsieur Cohen. Cette vidéo dit simplement qu'en fait, ce que je pensais au départ, hein, quand ils ont découvert le gaz au large de Gaza, Israël a voulu mettre la main dessus, hein, ni plus ni moins, on enlève les Palestiniens, youpi, tralala. Et dans cette vidéo, on nous explique qu'il y aura une plateforme qui conduira à la nouvelle ville Neom, donc ce qui expliquerait le statu quo de l'Arabie saoudite. Voilà. Alors, je suis d'accord avec Monsieur Cohen, c'est-à-dire que je ne suis pas antisémite, loin de là. Je suis pas raciste. Hein. Voilà. Je suis pour le respect des croyances de chacun dans la dignité de tout le monde. Mais il est bien évident que de plus en plus, on voit sur YouTube des vidéos de rabbins extrémistes qui prêchent le Talmud et qui comptent sur la guerre entre les musulmans et les chrétiens. Et d'ailleurs, je suis tombée sur une vidéo à Jérusalem où les femmes chrétiennes se font massacrer. Voilà, carrément massacrer par une société démocratique israélienne. Et je ne confonds pas israéliens et juifs. Voilà. Donc, j'aurais aimé avoir le sentiment de Monsieur Cohen et puis d'autres personnes. Sur quoi, s'il vous plaît Wally, Oui. quelle est la question? Vous avez, alors, Monsieur Dark Soul, est-ce que tu peux lui repréciser parce qu'il n'a pas très bien saisi, Monsieur Cohen? Non, j'ai saisi ce qu'elle a dit, mais la question, c'est. La question est la suivante. Croyez-vous en un projet, parce qu'on nous en fume à juste titre avec un génocide dramatique, hein, je ne minore pas le génocide, mais pendant que c'est comme pendant que le singe regarde loin, l'homme il regarde devant. Donc on regarde le génocide, mais derrière il y a des projets internationaux visant à donner l'indépendance énergétique via Israël en créant un port. Ils ont déjà commencé, soi-disant, pour accepter les sauvetages humanitaires. OK, on n'y croit pas. Mais ce port serait destiné à l'exportation du gaz vers Neom, l'Arabie saoudite, la super ville là qui veut le faire intelligente et compagnie. Voilà, en attendant, hein. D'accord. Voilà. Oui, La ok. deuxième Alors, question est que je regarde des vidéos de rabbins oui, d'accord. et qui prêchent la guerre des musulmans contre les chrétiens et on voit que les chrétiens à Jérusalem sont malmenés, hein, et le terme est vraiment Oui. édulcoré. Voilà. Alors, si vous vous souvenez, enfin, en tout cas, au début quand la guerre de Gaza a éclaté, quand Israël a envahi Gaza, si vous vous souvenez, j'ai dit au moins à 2 ou 3 reprises, j'avais dit que cette guerre a un but économique. C'est-à-dire qu'il y a eu, parce qu'au début, dès le début de l'année 2023, Israël, l'Égypte et l'autorité palestinienne avaient signé un accord pour exploiter en commun le gaz au large de Gaza. Donc les trois sont complices de ce qui se passe. Mais il fallait nettoyer Gaza du Hamas et de même de sa population pour avoir la paix. Voilà. Enfin, pour avoir la paix, pour exploiter le gaz en paix et en sécurité. Et l'Europe était au courant de ces projets et il y avait des sociétés internationales qui avaient signé des accords pour l'exploitation. Donc c'est un projet, parce qu'avant octobre 2023, il y a eu plusieurs conflits entre Israël et Gaza et Israël n'a jamais tenté un nettoyage ethnique ni des destructions de masse. Et cette fois-ci, elle l'a fait parce qu'elle voulait justement nettoyer ethniquement la bande de Gaza pour pouvoir exploiter le gaz. Ça, c'est un fait. Bon.
Le deuxième point, c'est que ça va avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur l'extrémisation, la nazification de la société israélienne qui devient de plus en plus intolérante. Elle ne supporte pas la présence des chrétiens en Israël. Et même vous savez, j'avais dit que aujourd'hui, c'est la population de Gaza. Demain, et ça a commencé en Cisjordanie, c'est-à-dire on les harcèle, on tue, on emprisonne pour pousser les gens à partir. Ce n'est pas à grande échelle comme ça se passe à Gaza, mais chaque jour, il y a des confiscations de maisons, etc. Et ça finira par les Arabes israéliens. C'est-à-dire qu'un jour, les Arabes israéliens seront des persona non grata, voilà, en Israël. Et ils voudraient, à terme, un pays. Les Allemands avaient inventé l'expression Judenrein, c'est-à-dire sans juifs, pur et sans juifs, Judenrein. Eh bien, les Israéliens veulent un Israël Arabenrein ou quelque chose comme ça, c'est-à-dire sans musulmans et sans chrétiens. Et ils sont dans un tel délire aujourd'hui qu'ils poursuivent et qu'ils poursuivront ce projet. Très bien. Dark Soul, tu veux rebondir ou je passe la main à quelqu'un d'autre? Il y avait aussi des questions sur le chat. Alors, Saïd, Yesad sur TikTok. Salam alaikum, oui. Alaykoum salam. Comme salam. Ça va, Jacob? Ça va, merci. Oui, moi, c'était pour rebondir un peu, parce que Jacob, il est beaucoup à l'international. Est-ce que l'Iran va vraiment répliquer quant au meurtre de Haniyeh? Alors, elle va répliquer, mais à mon avis, je l'ai dit, bon, je vais le répéter, elle va répliquer de manière modérée ou de telle sorte qu'elle ne suscite pas de réaction globale. Voilà. Bon, elle ne peut pas ne pas répliquer, mais disons, de manière à montrer ou à donner ou à ne pas provoquer une conflagration générale pour lequel qu'elle ne souhaite pas, voilà, ou qu'il ne souhaite pas. D'ailleurs, en y pensant, ça m'a un peu fait réfléchir. Vous savez qu'il y a beaucoup d'Iraniens en Syrie, des militaires surtout. Il y a des centaines de militaires iraniens en Syrie. Or, ces Iraniens, ils possèdent ils doivent avoir des instruments de guerre, des missiles, des radars, etc. Enfin bon. Et je me suis posé la question, pourquoi ils n'essayent pas, ils n'ont pas essayé jusqu'à présent, alors que c'est techniquement faisable, puisque Tel Aviv est à 100 km de la Syrie, ou même il y a des généraux israéliens qui se baladent presque normalement. Et donc on peut les suivre à la trace. Pourquoi ils ne réagissent pas en assassinant un général israélien qui circule en jeep, etc. Ils pourraient le faire. Techniquement, c'est très faisable de la Syrie. Parce qu'avec des drones, ils peuvent surveiller les déplacements des généraux israéliens. Puisqu'ils ont tué leur général, eh bien, ils pourraient en faire autant. S'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils ne se sentent pas en mesure de contrôler ou ils ne veulent pas donner le prétexte à une conflagration générale qu'ils ne désirent pas. Voilà. Alors, M. Cohen, justement, là, concernant une éventuelle réponse de l'Iran, donc
C'est-à-dire qu'en fait, il y a une diplomatie là qui est en train de s'intensifier pour éviter une guerre régionale. Et la condition, ce serait que l'État hébreu soit condamné par le Conseil de sécurité. Donc, vous en pensez quoi de cette éventualité? Bon, d'abord, et, comment dire, je ne sais pas, c'est-à-dire, à mon avis, ça m'étonnerait que les Israéliens acceptent. C'est-à-dire, eux, aujourd'hui, ils sont dans un état d'esprit tel, dans un état de conquête, de domination. Je ne les vois pas accepter même un truc symbolique, parce que une condamnation du Conseil de sécurité, il y en a déjà eu contre Israël. Donc, c'est pas, bon, c'est pas un truc terrible. Des résolutions du Conseil de sécurité contre Israël, il y en a. Il y a la fameuse 242 de 1969. Donc, vous savez, les Israéliens, ils s'en fichent pas mal. Donc, bon, c'est possible, hein, c'est possible qu'il y ait. Vous savez, il y a certainement depuis une semaine, il y a des tractations directes ou indirectes entre Israël, entre les services israéliens, américains, iraniens, saoudiens, européens, russes, chinois. J'imagine que ces journées, ces derniers jours, il devait avoir une activité diplomatique intense, voilà, dont on ne sait rien et dont on n'est pas au courant. Voilà. Vous savez, ce sont des gens qui se parlent, ces services de renseignement se parlent, communiquent, et donc ça C'est nous aussi, dépasse. c'est aussi un aveu de faiblesse peut-être pour l'Iran si elle attend une condamnation de l'ONU. Oui, c'est un aveu de toutes les façons, comme j'ai dit tout à l'heure, les Iraniens sont, et c'est un aveu de faiblesse depuis longtemps. C'est-à-dire, c'est pas la première fois que les Iraniens sont la cible des Israéliens en Syrie. C'est régulièrement, ils sont la cible des Israéliens en Syrie. Et pourtant, ils ne réagissent pas. Voilà. Donc, c'est un aveu de faiblesse parce que, bon, voilà, il y a le rapport de force, il y a des tas d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Voilà. Ok, merci. Alors, j'ai des intervenants sur Twitter. Je vais donner la parole à Sapiens. Bonjour, bonjour Was, bonjour Monsieur Cohen. Bonjour. Euh, il me semblait que vous étiez en train de dire que l'Iran n'avait pas forcément intérêt à une forme d'escalade. Je sais pas, c'est pas exactement ce que vous avez dit, mais c'est ce que Non, généralisé. Voilà, mais est-ce que ça serait pas l'intérêt, par contre, pour le coup, du gouvernement israélien, une forme d'escalade pour, est-ce que vous pensez que ça pourrait être un intérêt qu'ils ont par rapport à ce que vous connaissez de la situation? Okay. Alors, les Israéliens, quand on les écoute, ça fait 20 ans au moins, qu'ils ont le doigt sur la gâchette. Voilà. Qu'ils rêvent d'aller bombarder l'Iran, qu'ils font des exercices, etc. Donc, ils en rêvent, ils en meurent d'envie. Ça fait 20 ans qu'ils disent que oui, ça peut éclater, etc. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi? Parce que seuls, ils ne partent pas gagnants. Voilà. Et donc, ils ont besoin de soutien, enfin, de l'implication des États-Unis. Or, les Américains, ça ne les enchante pas d'entrer en guerre, parce que une guerre régionale intense signifierait probablement la destruction de, je sais pas, peut-être le tiers du pétrole mondial, la fermeture du canal de Suez, de Détroit, etc. Enfin, un bouleversement tel qu'ils n'ont jamais voulu suivre les Israéliens sur ce plan. Donc, les Israéliens seuls, ils n'iront jamais, ils ne sont jamais allés, alors que ça fait 20 ans qu'ils le disent. Donc, ils tentent d'entraîner les Américains. Et les Américains n'ont jamais voulu franchir le pas, parce qu'ils savent, vous savez, on ouvre la boîte de Pandore, comme on dit, c'est-à-dire
on attaque, mais on ne sait pas qu'est-ce qu'on va avoir après. Parce que, bon, évidemment, si l'Iran est attaqué de manière massive, à ce moment-là, bien sûr, il fera la guerre, et une guerre générale. Et ses alliés feront une guerre générale. Ils ne vont pas rester les bras croisés. Mais tant qu'on ne les attaque pas de manière frontale, à mon avis, ils ne bougeront pas. Voilà. Et donc, ce que voudraient les Israéliens, c'est entraîner les Américains dans une vraie guerre contre l'Iran. Et les Américains n'ont jamais voulu le faire. Est-ce qu'ils le feraient un jour? Je ne sais pas. Voilà. Très bien. Nala, Issa, tu as ton micro qui est ouvert. Si tu veux prendre la parole, vas-y. Sinon, je vais donner. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, moi, j'écoute souvent tous les discours du leader du Hezbollah, donc Saïd Hassan Nasrallah. D'abord, bonsoir, monsieur Jacob Cohen. Merci Bonsoir. pour vos analyses que j'écoute toujours avec beaucoup d'intérêt. Mais ce que je voudrais savoir, parce que la dernière fois que dans le discours du leader du Hezbollah, Saïd Hassan Nasrallah disait que aujourd'hui, Israël n'est plus comme avant. C'est-à-dire que quand les gens du Sud-Liban, moi je suis originaire du Sud-Liban, donc fuyaient le Sud-Liban, eux aussi au nord ils fuient. C'est plus comme avant. Et quand aujourd'hui, les Libanais quand même se défendent, je veux dire, ils parlent même de missiles antiaériens. Donc, est-ce que cette arrogance israélienne ne va pas justement les mener à leur perte à la fin? Ça, c'est la première question. Oui. Et la deuxième question, pour moi, je me demande, est-ce que Yahya Senwar travaillait-il avec Netanyahou contre justement les intérêts des Palestiniens? Voilà, deux Je questions. n'ai pas compris la deuxième question, pardon. Pour moi, Yahya Senwar... La deuxième question, répétez-la s'il vous plaît. C'est la deuxième. Oui, vas-y, tu peux répéter. Question pour moi, Yahya Senwar et le Hamas, Oui. le 7 octobre a été fait à un moment où Netanyahou était vraiment au plus mal, où il commençait à y avoir une ambiance de paix dans la région. Donc, est-ce que Yahya Senwar et le Hamas, une partie du Hamas, travaille-t-elle vraiment pour l'intérêt des Palestiniens? Voilà ce que je voulais poser. Parce que Hezbollah était surpris, le leader du Hezbollah était surpris justement par l'attaque. Il a dit à plusieurs fois qu'il ne savait pas. D'accord. Alors, concernant le Liban, c'est vrai que ce qu'a dit le Hezbollah sur Israël n'est plus le même, c'est vrai. C'est-à-dire, moi aussi d'ailleurs, souvent dans cette rubrique, j'exprime le fait, mon étonnement d'ailleurs, et le fait que ça fait 9 mois que le Hezbollah titille, c'est un mot faible, hein, mais ça fait 9 mois que le Hezbollah provoque les Israéliens, frappe des bases, lance des bombes, des missiles, fait évacuer le nord d'Israël, ce qui est un aveu d'échec terrible. C'est-à-dire que les Israéliens ont fait partir 100 000 personnes du nord d'Israël. Imaginez, on les fait vivre dans des hôtels, ils ferment leurs commerces, les écoles, tout, parce qu'il y a la trouille, il faut le dire le mot, du Hezbollah. Et ça, c'est absolument incroyable, c'est vraiment nouveau. Il fut un temps, moi je me souviens, quand par exemple, on m'avait interrogé une fois à Beyrouth, on me disait, est-ce que le Hezbollah peut attaquer Israël, par exemple? Et je dis, le Hezbollah aimerait bien faire cette guerre, mais il a peur des bombardements qui vont déferler et détruire le Liban, et c'est pour ça qu'il évite d'affronter les Israéliens. Mais aujourd'hui, il l'affronte tous les jours, et les Israéliens n'osent pas y aller. Combien de fois, il y a seulement 3 semaines, par exemple, le ministre des Affaires étrangères, il avait dit, bon, maintenant, ça suffit, on va y aller. Voilà. Et on avait l'impression que ça allait se produire dans les 48 heures. Eh bien, ils n'y sont pas allés. Et donc, effectivement, les Israéliens ont perdu une très grande partie de leur dissuasion. Ils ne font plus peur au Hezbollah. Voilà, ça c'est un fait. Et ni sur terre, ils n'iront jamais l'affronter au sud Liban,
ni par les airs, parce que c'est vrai qu'ils peuvent bombarder, mais aujourd'hui, je pense que les milliers ou les dizaines de milliers de missiles qu'enverra le Hezbollah détruiront une bonne partie d'Israël. Et ça, si les Israéliens se tiennent quoi, c'est parce qu'ils savent que ce serait une catastrophe. Voilà. Et pendant 9 mois, ils subissent et ils attaquent eux aussi. Mais enfin, ça fait 9 mois que le Hezbollah les provoque sans réagir. Maintenant, venons-en au Hamas. Le Hamas est un mouvement de résistance. Alors, évidemment, il joue une partition difficile. C'est-à-dire, il est dans une situation. En Cisjordanie, ils ne peuvent pas se développer. Pourquoi? Parce qu'il est confronté à la répression et d'Israël et de l'autorité palestinienne. Donc, il y a peut-être des petites cellules, mais il ne peut pas vraiment s'exprimer. Il ne peut même pas avoir une expression politique, pas nécessairement militaire. Mais par exemple, ouvrir un bureau d'information en Cisjordanie, c'est impossible. Et à Gaza, il est, comment dire, il est dans une situation quasiment. Il a une marge de manœuvre très étroite, le Hamas. Vous voulez, il est dans un camp de concentration à ciel ouvert. Bon, il a réussi un coup assez extraordinaire du 7 octobre, mais peut-être qu'un jour on saura vraiment ce qui s'est passé. Mais c'est un fait que probablement l'État professionniste était au courant, qu'il a laissé faire pour pouvoir mener sa guerre. Bon, on a déjà évoqué le sujet en détail pour ne pas revenir, mais il est peut-être qu'on l'a manipulé pour qu'il le fasse aussi, je ne sais pas. Et donc, sont des questions auxquelles il est difficile de répondre, mais c'est un mouvement, en tout cas, aujourd'hui, les Palestiniens n'ont que ce seul mouvement de résistance, comment dire, qui a une certaine crédibilité, voilà, et qui a un soutien populaire. À mon avis, vous savez, en 2006, il y a eu des élections en Cisjordanie et à Gaza, et c'est le Hamas qui l'a remporté. Donc, il a une popularité. Pourquoi? Parce que les Palestiniens des territoires occupés savent, à Gaza et en Cisjordanie, savent que l'autorité palestinienne est corrompue et que le Hamas est un mouvement indépendant qui lutte pour une vraie paix. Ça veut dire pas la paix telle que la recherche l'autorité palestinienne qui n'aura jamais un État. Voilà. Alors que le Hamas, il tente dans des conditions extrêmement difficiles de survivre et de maintenir le drapeau de la Palestine assez haut. Voilà. Très bien, merci, M. Cohen. Hunter, bonsoir. Oui, bonsoir tout le monde, vous m'entendez bien? Oui, très bien, merci. Ouais. Bonsoir, Monsieur Cohen. J'avais une petite question à vous poser, plutôt deux. Oui. Je voudrais savoir si vous avez eu les informations qui circulent en ce moment, comme quoi effectivement la Russie aurait effectivement, en tout cas, envoyé du matériel à l'Iran, et notamment système Iskander-M, système amélioré, permettant d'emporter des têtes nucléaires. Ça, c'est la première question, notamment effectivement des systèmes antimissiles S-400. Et si c'est le cas, est-ce que vous pensez déjà effectivement que cette tête nucléaire, au moins une, serait déjà effectivement sur le territoire iranien, de façon à pouvoir contrecarrer aussi, là je me positionne effectivement du côté russe, bien de se positionner effectivement face aux Américains. Alors, bon, ça c'est un fait qui a été confirmé par plusieurs sources, qu'il y a eu un pont aérien entre la Russie et l'Iran pour acheminer du matériel. Bon, alors je n'ai pas d'informations particulières, enfin fiables. En tout cas, j'ai pas réussi à trouver une source fiable disant
le contenu de ce pont aérien. Bon, voilà, tout le monde peut imaginer qu'il y a des missiles, etc. Bon, voilà. Bon, maintenant, ça m'étonnerait que la Russie livre une bombe nucléaire à l'Iran, parce que ça serait la porte ouverte à une conflagration nucléaire mondiale. La Russie ne fera jamais ça. Enfin, je veux dire, si vous imaginez, on pourrait envisager la chose suivante. C'est-à-dire qu'on pourrait entreposer des missiles nucléaires à tête nucléaire en Iran, dans le cas où Israël utiliserait ces armes. À ce moment-là, la Russie dira à l'Iran, OK, tu peux les utiliser. Voilà. Mais avec le risque, si jamais c'est avéré que c'est la Russie qui l'a fait, qu'Israël, par exemple, se dise, je suis en état de légitime défense, donc je pourrais envoyer une bombe nucléaire sur Moscou. C'est un jeu très dangereux. Je ne crois pas que, surtout Poutine, qui a la tête froide, et on le voit d'ailleurs, et ça m'étonnerait qu'il ouvre la boîte de Pandore nucléaire en donnant, enfin, ou en tout cas en permettant à un autre pays, parce que ça risque de se retourner contre lui. Non, par contre, ce qu'on dit, c'est que ce qui se dit, c'est que si l'Iran est attaqué avec des armes nucléaires, c'est le Pakistan qui viendrait au secours de l'Iran et livrerait des armes nucléaires à l'Iran pour riposter. Voilà. Excusez-moi, mais moi j'ai entendu ces informations sur le Pakistan, mais le Pakistan livrerait des armes nucléaires à la Turquie. Et si toutefois, effectivement, des têtes nucléaires seraient en Iran, ce serait uniquement pour rééquilibrer, pour permettre effectivement un rééquilibrage des forces face effectivement à la coalition auquel fait face effectivement la résistance, hein, c'est-à-dire l'Iran et les Houthis ou bien effectivement le Hezbollah par exemple. Vous savez, à mon avis, ces histoires de nucléaire, c'est juste, comment dire, c'est pas de la propagande, mais ça reste au niveau rhétorique. Voilà, c'est-à-dire de menaces, de déclarations, mais les puissances détentrices de l'arme nucléaire, je ne crois pas qu'elles joueraient avec le feu. Voilà. C'est-à-dire que quand même réfréner les ardeurs israéliennes d'utiliser une arme nucléaire tactique sur l'Iran. Oui, mais malgré tout, tout à l'heure, j'avais dit que les Israéliens, depuis 20 ans, rêvent d'attaquer l'Iran. Et même avec leurs armes nucléaires tactiques ou stratégiques, ils ne l'ont jamais fait. Donc, ça veut dire, vous savez, l'arme nucléaire n'est pas une arme de combat. C'est une arme de dernier recours. C'est ça qu'il faut comprendre. Enfin, c'est-à-dire que dans les armées, dans les doctrines militaires et les stratégies militaires, l'usage de la bombe nucléaire, c'est le dernier ressort. Et donc, elle n'est pas prévue dans la stratégie du quotidien, si on peut dire. Voilà. Parce qu'on sait, enfin, on devine. Ce qui n'est pas dans la doctrine russe. Dans la doctrine russe, l'emploi d'armes nucléaires, elle est préventive, enfin, elle est défensive. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la Russie se sent menacée, elle a la possibilité d'utiliser effectivement au moins des bombes nucléaires. Oui, se sent menacée dans son existence. C'est ça ce que je dis. Je veux dire, c'est pas, on sort de, voilà, par exemple, là, elle mène une guerre depuis 2 ans et demi, alors qu'elle pourrait lancer quelques bombinettes et elle arrête les frais. Elle ne le fait pas. Voilà. Parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas, sauf si vraiment on atteint le stade suprême de l'affrontement. Voilà. Très bien, merci. Je vais donner la parole à Alam Sapien. Tu as déjà parlé. Je vais juste donner la parole à Alam qui vient d'arriver et tu auras la parole après. Alam, salam alaikum. Alaikum salam. Bonjour, M. Cohen. Bonsoir. Alors, cette histoire de Russie, d'Iran, bon,
la Russie livre des radars, bien sûr, aux Iraniens. On t'entend plus, Alam. De livrer des... Allô, vous m'entendez? On t'entend pas très bien, Alam. Tu as un problème de réseau. Encore, là. Ça coupe, Alam. Ça coupe toujours. Ça coupe. Ah, là, Ouais. c'est bon. Donc, il faut savoir que les Russes n'ont même pas bougé le petit doigt quand les Iraniens se faisaient défoncer en Syrie. Hein. Donc, ils n'ont même pas activé leur défense aérienne. Donc, Shoigu, il est parti négocier les intérêts de la Russie, ni plus ni moins. Donc, n'oublions pas aussi que Israël, pendant la guerre du Golfe, a livré des armes à l'Iran. Donc, bon, ça c'est une partie. C'était pas ma question, c'était pas mon sujet, mais. Essaye d'aller droit au but, s'il te plaît, parce que vu qu'on arrive en fin d'émission, il y a encore 2-3 peut-être interventions. Mon sujet, c'est ça, c'est quand est-ce que le monde va bouger, parce que là aujourd'hui, on a eu un bombardement. Vas-y, Alain, va droit au but, s'il te plaît, parce qu'on est vraiment au bout de l'émission et M. Cohen veut bien répondre, mais voilà. Vas-y, s'il te plaît, merci. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui, on a eu un bombardement comme jamais on a eu à Gaza, que ce soit à Gaza City ou que ce soit à Deir el-Balah. Des familles par milliers errent dans la rue. Quand est-ce que le monde va bouger? Voilà, en gros, d'accord, on a compris ta question, voilà. M. Cohen, il va essayer d'y répondre. Monsieur Cohen, vous avez compris un petit peu, plus ou moins? Oui, mais je ne sais pas, tout à l'heure je l'ai dit, enfin je veux dire, c'est à un moment donné, il y aura une réponse du monde, voilà. Mais je ne sais pas quelle forme ça prendra. À mon avis, ça commencera par probablement une espèce de boycott contre l'État paria, une espèce de détachement. Mais malheureusement, le problème, c'est que l'Occident, il est infiltré par comment dire, les services sionistes. Voilà. Et il contrôle quasiment 80% de ces pays ou 90% de ces pays. Aujourd'hui, par exemple, voilà un exemple. J'ai posté une info disant que, vous savez, aux États-Unis, il y a des primaires. Quand on veut se présenter à un poste de sénateur ou à la Chambre des représentants, il y a d'abord des primaires, c'est-à-dire pour désigner le candidat qui va affronter l'adversaire au mois de novembre. Bon. Ces primaires, il y avait, jusqu'à présent, il y avait des représentants, des sénateurs qui étaient plus ou moins critiques d'Israël. L'AIPAC a mis le paquet sur ces primaires et il a fait dégommer la plupart de ceux qui étaient critiques contre Israël. Donc vous voyez qu'on est loin vraiment d'une situation où on peut... Mais bien sûr, cette situation aujourd'hui fait penser, c'est ça qui renforce aussi la folie israélienne, parce qu'ils croient que ça va continuer comme ça. Mais rien ne dure dans la vie, rien ne dure dans les relations internationales. Combien de situations on a pensé qu'elles étaient, ça y est, on a pris on a pris l'Algérie, on a pris ceci, on a fait cela, mais rien ne dure. Donc, et les Israéliens, malheureusement, ils sont dans un délire où ils croient qu'ils peuvent maîtriser le monde jusqu'au bout. Et malheureusement, c'est ça leur erreur, parce que d'une façon ou d'une autre, les réactions vont arriver. Voilà. Très bien. Alors, monsieur, il y a une question récurrente depuis tout à l'heure. On me la pose sur le chat avant de donner la parole à Sapiens. Je ne sais pas si vous avez vous avez sûrement entendu des événements en Angleterre. Oui. Est-ce qu'il y aurait la main du Mossad derrière la révolte extrémiste anglaise? Bon, disons que globalement, ça veut dire depuis les années 80, le Mossad, on l'a vu en France d'ailleurs, le Mossad tente
de diaboliser l'islam, les musulmans en France et en Europe, par diverses manières. Soit en leur faisant faire des attentats comme Mohamed Merah, par exemple, ou Charlie Hebdo, soit en utilisant des gens pour poignarder, par exemple, etc. Et donc, si vous voulez, la stratégie, après, il peut y avoir des tactiques, etc. Mais la stratégie fondamentale du Mossad, c'est de diaboliser la présence musulmane en Europe de manière à ce que les musulmans n'occupent pas les places qui leur reviendraient normalement. Voilà. C'est-à-dire dans la politique, l'économie, etc. C'est-à-dire qu'on voit toujours les musulmans comme des intrus. Voilà. Et d'ailleurs, par exemple, jamais, par exemple en France, même s'il y a un musulman, vous savez, Libération a coûté 18 millions d'euros. Et un jour, j'avais dit, aucun musulman un maghrébin n'oserait acheter Libération. C'est impossible. C'est pas une question d'argent, mais c'est comme ça, voilà. Et donc, toutes ces stratégies est menée par le Mossad. Après, bien sûr, il peut y avoir comment dire, ça c'est la stratégie globale. Après, il peut y avoir des coups par coup, en Angleterre, etc., de manière à, comment dire, appliquer la stratégie localement en utilisant les possibilités qui s'offrent sur le terrain. Voilà. Et donc, il pourrait y avoir, mais en tout cas, ce serait pas étonnant dans la mesure si on sait que la stratégie du Mossad est de diaboliser les musulmans dans toute l'Europe. Ça veut dire que tout ce qui se passe, il peut y avoir d'une façon ou d'une autre, voilà, la main du Mossad quelque part, voilà, là-dessous. Très bien. Sapiens, c'est à toi. Ouais, merci. Merci, Monsieur Cohen. Et moi, j'allais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Du coup, vous avez l'air de dire que effectivement, c'était peut-être l'intérêt d'Israël comment dire, de faire en sorte que le conflit prenne de l'ampleur et grandisse, et que c'était peut-être pas tout à fait l'intérêt des États-Unis qui cherchaient à faire autrement. J'allais vous poser une question. Comment vous voyez cette relation quand vous pensez qu'elle peut est-ce que, enfin, qui va appuyer sur le bouton à la fin, enfin, qui va prendre la décision, quoi. Mais vous avez commencé à répondre en disant que a priori les PAC avaient essayé d'influencer là, comme ils le font depuis longtemps, mais qu'a priori ça avait peut-être moins d'emprise. Enfin, je sais pas si j'ai bien compris ce que vous disiez par rapport à ça. Et donc, comment vous voyez le développement de ces relations? Et est-ce que vous avez le sentiment de voir une résolution de ce conflit, ou est-ce que à un moment donné, au final, est-ce qu'on n'est pas simplement en train d'assister à l'éclatement d'un conflit généralisé on voit les tensions qui se créent, on sait quels sont les enjeux à peu près entre les anciennes forces du Nord, on va dire, et puis les nouvelles forces, on va dire, du Sud. C'est un raccourci très rapide, hein, on est d'accord. Mais comment vous voyez ça, en fait? Quelles sont les perspectives que vous voyez par rapport sur les relations, par exemple, américano-israël, déjà, et sur la possibilité d'escalade ou de résolution de conflit, là, en ce moment-là? Enfin, je sais pas, quelle est votre vision à ce niveau-là? Ok, merci, monsieur. À vous, Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui avec l'Iran, c'est juste une suite de ce qu'on a vécu depuis 20 ans. Pour celui qui suivait un peu la politique du Moyen-Orient, on sait que les Israéliens mènent depuis 20 ans au moins, 20 ans au moins, une campagne de harcèlement contre les Iraniens, les accusant de vouloir produire une bombe atomique. Voilà. Et donc, ils ont poussé jusqu'à ce que les Américains adoptent des sanctions contre les Iraniens. Bon. Malgré tout, les Européens et les Américains n'étaient pas contents de cette situation. Et donc, il y a eu, en 2015, Barack Obama
Et les pays européens, ce qu'on appelle le groupe des 5, l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne, ont signé un accord avec l'Iran de contrôle de son industrie nucléaire en échange de relations économiques normalisées. Donc, cette affaire avec l'Iran, c'est vieux depuis la révolution islamique, en fait. Donc, c'est pas nouveau. C'est juste, on assiste à une phase, mais en fait, qui est la suite depuis 20 ans. Et donc, cette guerre, enfin, ce conflit attisé par Israël depuis 20 ans, qui harcèle le monde occidental. Attention, l'Iran va avoir sa bombe, etc. Il y a eu l'accord. Mais malgré tout, les Israéliens ont harcelé les Occidentaux. Ils leur ont dit non, non, il faut abolir cet accord, etc. Finalement, Trump a dénoncé l'accord. Avec les pays européens, n'étaient pas contents du tout. Mais c'est comme ça, voilà. Et donc, en fait, si vous voulez, toute la stratégie israélienne a été de contenir l'Iran, de l'affaiblir, d'empêcher des relations économiques et commerciales normales entre l'Iran et l'Occident. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, et donc, aujourd'hui, on a l'impression que ce conflit va éclater en guerre, mais en fait, ce n'est qu'une étape, qu'une péripétie dans cette longue guerre larvée que mène Israël contre l'Iran avec des Occidentaux pris en otage, voilà, qui ne peuvent pas faire autrement. En gros, voilà le schéma. Et il n'y a pas de raison, à mon avis, de voir un conflit généralisé. Ça fait 20 ans qu'Israël essaye d'attiser, d'arriver à ce conflit, et on n'y est pas arrivé. Et je ne crois pas que les Occidentaux qui sont retenus depuis 20 ans lâcheront les brides et accepteront une guerre généralisée. Très bien. Merci, M. Cohen. J'ai un intervenant sur YouTube. Jamel. Oui, allô, salam alaikum. Alaykoum salam. Bonsoir, M. Cohen, bonsoir tout le monde. Alors, j'avais une question à propos des armes nucléaires qui seraient de dissuasion, mais ne pensez-vous pas qu'avec les missiles hypersoniques qu'il y a actuellement, il y a peu de pays qui ont ces missiles hypersoniques et qui frôlent les 30 000 km/h. Ne pensez-vous pas que ça remet en cause la dissuasion nucléaire? Non, pourquoi? Parce que la dissuasion nucléaire, elle est, comment dire, une fusée supersonique, un missile hypersonique, ou je ne sais pas quoi. Bon, voilà. Il a une charge. Il a une charge classique. Il a une charge classique d'une tonne, par exemple, 2 tonnes, 10 tonnes. Mais une bombe nucléaire, c'est 500 000 tonnes. Enfin, je veux dire, c'est la charge qui compte. C'est pas, il y a la bombe, elle explose. Bon, mais une bombe atomique, c'est pas l'explosion, c'est les radiations qui, je veux dire, elle tue à 10 km, 20 km à la ronde, 30 km à la ronde. Donc, c'est pas. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est une différence de nature. C'est une différence dans la masse de la destruction. Il y a des bombes, paraît-il, qui sont absolument. Enfin, c'est l'horreur. Donc, ça n'a rien à voir avec la bombe classique, qu'elle soit hypersonique ou pas. Très bien, merci. Jamel, tu as quelque chose d'autre ou je passe la parole? J'ai une autre question à propos des lobbies sionistes aux États-Unis. Je sais qu'il y a un lobby, l'EPAC, je sais qu'il y a des lobbies de l'armement qui seraient plus puissants financièrement que le lobby de l'EPAC. Et justement, j'avais une question sur ça. Ne pensez-vous pas que si l'Arabie Saoudite
demanderait justement, enfin, demanderait un contrat d'armement, commanderait un contrat d'armement pour ce lobby d'armement, ce lobby américain de l'armement. Est-ce que ça ne laisserait pas justement le champ libre à la résistance de pouvoir s'occuper justement d'Israël en ayant comme gage la neutralité des États-Unis? Merci. Bonne soirée. Merci à toi. Je n'ai pas très bien. Je suis désolé. Hein, Alors, essaye Ouais, d'être j'ai précis, bien Jamel. Oui, alors, puisqu'il y aurait le lobby de l'armement aux États-Unis, qui serait Oui. bien plus puissant financièrement que le lobby sioniste de l'EPAC. Si l'Arabie saoudite ferait commande justement d'un grand contrat d'armement sur plusieurs années, je ne sais pas, est-ce que ça pourrait pas justement, dans l'intérêt des Américains, Ah, je vois, je vois. voilà. Non, le complexe militaro-industriel, il est puissant financièrement, d'accord, mais qui prend les décisions au Sénat, au Congrès et à la Maison-Blanche? D'accord? Je veux dire, qui prend les décisions à la Maison-Blanche? Qui prend les décisions au Sénat, à la Chambre des représentants? Il Ce y a une sont des. influence du lobby. Or, l'influence de l'IPAC dans ce domaine-là, elle est écrasante. D'accord. Donc, c'est pas. Donc, à mon avis, le complexe militaro-industriel, il va plutôt s'entendre avec l'IPAC parce qu'ils ont les mêmes intérêts, plus ou moins. Donc, il n'y a pas. Voilà. Oh, oh, L'Arabie Saoudite a essayé de faire jouer ça, justement. Genre, bon, écoutez, je vais vous acheter 50 milliards, et puis mais ça n'a pas marché. Voilà. Ça n'a jamais marché. très bien. J'ai le bourreau avec nous sur Twitter. J'active le micro. Vas-y, je t'en prie. Oui, bonsoir à tous. C'est avec mon conseil. Ah, comme ça. Ah, on t'entend plus. Le bourreau. Le bureau. Attends, c'est la latence parce que Ah. j'ai réactivé mon micro trop tôt. Oui, du coup, j'avais deux questions pour Monsieur Cohen. Donc la première, c'est sur la nouvelle présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum. Donc, qu'est-ce qu'il en pensait globalement et que pense-t-il du fait aussi qu'elle ait dû cacher le fait qu'elle soit juive avant d'arriver présidente du Mexique? Et ma deuxième question, c'était tout à l'heure, vous évoquiez les efforts qui étaient faits pour diaboliser l'islam à travers le monde. Je voudrais savoir, selon votre point de vue à vous, comment se fait-il que les Occidentaux n'aient pas le même point de vue au sujet d'Israël, étant donné que M. Netanyahou et consorts parlent à coup de prophéties bibliques et du prophétie d'Isaïe. Voilà, merci. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la deuxième question, excusez-moi. La deuxième question, c'était juste le parallèle entre la diabolisation de l'islam sur des sujets qui sont comment dire, plutôt oui, des musulmans à travers le monde et des musulmans qui posent problème, donc comme le terrorisme, etc. Et là, on a un État qui se revendique ouvertement juif. Comment se fait-il, et qui commet des actes de guerre et des massacres à grande échelle, comment se fait-il que les pays occidentaux ont une facilité déconcertante à faire un deux poids deux mesures entre les extrêmes voilà. C'est une question d'influence. Voilà, c'est tout simple. C'est-à-dire les Occidentaux, enfin les dirigeants, l'establishment occidental n'est pas libre. Voilà, c'est-à-dire il a été influencé, il est sous influence. Il n'est pas libre de penser ce qu'il veut. C'est-à-dire, par exemple, quand il y a un Roger Garaudy qui publie un livre qui dénonce certains méfaits israéliens, eh bien, ce livre-là, il est interdit. Et son auteur, il est poursuivi. Et donc, en fait, si ce livre avait été diffusé dans les librairies, dans les universités, si on en avait parlé à la télévision, etc., eh ben, on aurait changé les choses. Mais le système ne permet pas qu'on change ça. C'est ça qu'il faut comprendre. Ce n'est pas une question de
Ah oui, si on condamne l'islam, pourquoi on ne condamnerait pas l'extrémisme juif, etc. Non, c'est une question qui tire les ficelles, qui contrôle. Voilà. Et comme c'est le lobby qui contrôle, eh ben, les méfaits attribués à Israël ne passent pas l'écran. Voilà, ils ne passent pas. On les empêche. Je ne sais pas si vous voyez le schmilblick. Merci. Et au sujet de la première question concernant la présidente du Mexique et l'influence du lobby juif en Amérique du Sud. Pour ce que j'en sais, a priori, c'est plus une femme qui est plutôt woke, ça veut dire le genre, etc. Et jusqu'à présent, enfin à ma connaissance, je reconnais que je ne suis pas de près ce qui se passe au Mexique, mais à ma connaissance, elle n'a pas, contrairement à l'Argentine par exemple. Le président argentin, il est allé en Israël, alors qu'apparemment la présidente du Mexique, à ma connaissance, ne s'est pas rendue en Israël, par exemple. Elle n'a pas fait de déclaration fracassante sur Israël. Donc, elle est peut-être, elle a une sympathie peut-être pour Israël, mais en tout cas, enfin à ma connaissance, elle ne l'exprime pas de manière ouverte et massive. Bonne soirée à tous. Merci à toi. Monsieur Cohen, on va clôturer. Juste une dernière par rapport à la question que je vous avais posée à la fin de l'émission la semaine dernière concernant Paris et Alger et bien sûr oui. Sarah. Donc, j'ai posté à votre réponse. Il y a eu énormément de vues. Elle a fait près de 100 000 vues sur TikTok. Je voulais juste voir un petit peu si vous avez suivi donc la réaction d'Alger et qui a répondu aussi par un refus de toutes les OQTF renvoyées vers l'Algérie. Est-ce que vous avez entendu quelque chose passer ou pas? Non, je n'ai pas entendu, mais cela ne m'étonne pas. De toutes les façons, l'Algérie, je crois, elle a toujours refusé de récupérer les OQTF, à ma connaissance. Je veux dire, en général, les pays africains sont très réticents à coopérer. Voilà. Parce qu'ils trouvent d'abord, enfin, à mon avis, c'est insupportable de coopérer à l'expulsion de ressortissants et une question de souveraineté. Et donc, de toutes les façons, il faut s'attendre à des représailles algériennes sur tous les plans, que ce soit sur le plan de la migration, énergétique. Bien sûr, on ne peut pas dénoncer des contrats qui sont déjà signés, etc. Mais je pense que l'Algérie fera tout pour mettre des bâtons dans les roues à l'économie française. Voilà. Ok, bon, merci, très bien. Je vous souhaite une excellente soirée et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. D'accord. Allez, bonne soirée à tous. Ciao. Au revoir. Voilà les amis, c'était donc la chronique hebdo avec M. Jacob Cohen que vous pouvez revoir pour les arrivants tardives sur YouTube. Vous allez sur Altitude, abonnez-vous, n'hésitez pas aussi à vous abonner et vous pourrez revoir donc l'intégralité de la chronique. Je vous souhaite une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous prochainement, donc peut-être demain avec Jean-Michel Vernochet à confirmer, sinon ce sera la semaine prochaine. Bonne soirée à tous. Salam alaikum. Eh ma chérie, écoute ça. Franchement, je pense que là, il y a un potentiel à tube. C'est vrai qu'elle est bien l'instru. Faudrait juste que t'écrives un truc un peu plus consensuel. Et que pour une fois, tu fasses pas trop long. Bonne idée ma chérie, je vais essayer. Si le César de Polanski te choque, t'es antisémite. Et si tu sais ce que fait BlackRock, t'es antisémite. Tu critiques le pouvoir des banques, t'es antisémite. Tu penses que les médias nous mentent, t'es antisémite. Si t'es pas fan de BHL, antisémite. Tu boycottes Israël, antisémite. Si toi aussi tu comprends rien à ce que raconte Meyer Habib, si t'aimerais bien qu'on déploie des casques bleus en Palestine. Ici et antisémite. 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 Antisémite.
antisémite ou carrément antisémite. Antisémite. Si t'es patriote en Europe, t'es antisémite. Si t'en as marre de leur guerre propre, t'es antisémite. Tu veux la justice pour Gaza, t'es antisémite. T'as des questions sur la Shoah, t'es antisémite. Tu sais qui gérait l'esclavage, t'es antisémite. Si quand tu vois Patrick Cohen, tu dis les chambres à gaz quand même dommage. Il n'est pas seulement antisémite, il est négationniste. Quenelle dans le fion du système, t'es antisémite. Et si t'espères qu'un jour on libérera Jérusalem, antisémite. T'es gilet jaune, t'es antisémite. L'impunité de Jack Lang, le pédo t'étonne, t'es antisémite. 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 Jamais antisémite. Antisémite. Tu lis Gershom Scholem, t'es antisémite. T'aimes pas Woody Allen, t'es antisémite. Tu doutes d'Elie Wiesel, t'es antisémite. Tu parles de l'affaire Bruel, t'es antisémite. Si tu connais l'identité du dénommé Jean-Luc Brunel, Dieudo te fait marrer, t'es antisémite. Tu kiffes pas le marais, t'es antisémite. Tu vas à la mosquée, t'es antisémite. T'es catholique, t'es forcément antisémite. Tu lis Céline, t'es un antisémite. Si tu supportes plus Elisabeth Lévy et sa voix d'alcoolique, antisémite. Je vous ai juste demandé, quand on dit il n'y a pas trop assez de, mettons, noirs, arabes, asiatiques à la télévision, il faut me dire il y a trop de quoi. Mais moi je te le dirais bien de quoi il y a trop, mais c'est illégal alors je vais m'abstenir. Antisémite. Une allusion à Israël en mentionnant le 11 septembre. Si t'as le culot de penser que la France devrait pas être avant, dis qu'un juif est juif, t'es antisémite. T'es surpris de voir le président prosterné au dîner du CRIF. Tu traînes un sioniste, t'es antisémite. Si toi aussi tu trouves le Talmud légèrement raciste, Ouvertement antisémite. Violemment antisémite. 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 si tu parles de Rita Katz, t'es antisémite. Et si tu aimes les ananas, t'es antisémite. Si tu prononces Jeffrey Epstein, t'es antisémite. Tu te souviens de Lloyd Blankfein, t'es antisémite. Si tu dis que les Palestiniens sont aussi des humains, si tu penses que l'abbé Pierre était vraiment quelqu'un de bien, antisémite. 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 T'as de l'admiration pour le courage de Garaudy. 40 ans d'Atali, tu penses que ça suffit. Tu te demandes si le phosphore blanc c'est pas une arme chimique. T'aimerais parler du zyklon mais de façon scientifique. Si toi aussi la nausée te saisit en une milliseconde à la mention de l'armée qui vise la plus morale du monde, tu parles des Rothschild, t'es antisémite. T'as pas trop le choix, c'est pas toi qui décides. Car si tu dis la vérité, il crie déjà au génocide. Pourrais sans doute te défendre si un juif t'attaquait. Et devenir leur esclave fait pas partie de tes projets. Ben t'es un antisémite. Bienvenue au club. Et t'as vu ma chérie? Mission accomplie. C'est pas trop long. T'es con. Quoi? Qui a... 3,40. 3,40.